Avec nous, Gilles Martin-Chauffier. Bonjour Gilles. Bonjour. Bien arrivé dans la capitale bretonne, région que vous affectionnez. Oui. Plutôt le golf, vous. Plutôt le Morbihan, mais enfin j'adore Rennes, oui. J'adore Rennes, pardon. Également, lapsus révélateur. La femme qui dit non, donc de Gilles Martin-Chauffier. Tout d'abord, je le représente si besoin était. Là, il faut que je fasse attention à ne pas perdre une page qui m'est importante. Rédacteur en chef de Paris Match, romancier. Gilles a publié chez Grasset Une affaire embarrassante en 95, prix Jean Frostier. Les Corrompus, 98, prix Interallié. Silence on ment en 2003, prix Renaudot des lycéens. Et Paris en temps de paix en 2011, jusqu'à cette femme qui dit non. J'ai même vu en faisant ma veille sur internet qu'à un moment vous étiez sur la shortlist du prix Goncourt. Vrai ou faux? Une pré-shortlist? Non, non, c'était une rentrée catastrophique. J'étais sur la liste du Renaudot, du Grand Prix des romans de l'Académie française et du Goncourt. Et il ne faut pas être favori en septembre, il vaut mieux l'être en novembre. Ouais, ça ne faut pas partir trop tôt. Oui, je suis parti trop tôt, elle a été éliminée partout. Oui. Voilà, mais bon, je savais que vous prendriez la chose avec bon esprit. La femme qui dit non est un roman qui prend aux tripes en mettant en scène la grand-mère que chaque Français a toujours rêvé d'avoir. Une grand-mère et pour cause drôle, vive, perspicace, telle qu'elle est définie déjà dans la presse. J'aime bien commencer à balayer un petit peu ce qui se dit et s'écrit à droite et à gauche lorsque je reçois un auteur. Une héroïne, une femme forte et complexe, une super mamie, oui encore que je trouve que c'est un petit peu réducteur, c'est pas que ça, c'est aussi une grande amoureuse qui entre deux corps d'hommes, il y a un sous-cœur qui balance. Mais bon, c'est une super mamie effectivement, dans un genre vraiment libre, chez laquelle j'ai adoré ça. L'option fine cuisinière n'est qu'une note de bas de page auprès d'un héroïsme populaire et massif doté d'une volonté puissante. La femme qui dit non est aussi une femme en granit. C'est une anglaise, mais elle s'est imprégnée manifestement peut-être d'un certain esprit et d'un ADN breton. Ce qui nous vaut aussi, enfin ce qui vous vaut surtout au fil des pages, eh bien elle sert un petit peu de clé qui rentrerait dans la serrure d'une époque, de toute une tranche de l'histoire de France, puisque c'est aussi la façon pour vous l'auteur, via Marge, de régler des comptes avec une France d'alors, celle qui se contentait d'une défaite en 40, celle des petits curés honteux, des voyous ravis de collaborer, j'en dis pas plus. Tout un portrait grinçant d'une France abattue. J'ai bien aimé moi personnellement le sale esprit, je ne sais pas, mais un vrai esprit en tout cas, qui parcourt et qui irrigue toutes ces pages. Mais jamais cette France en manque de filouterie. On va revenir aussi sur cet ADN français, une France qui ne savait plus à quel sein se vouer. Le tout pour un roman, je l'ai lu là aussi, tambour mené, tambour battant, griffant, écorchant, cornant les pages d'une histoire de France lissée par les manuels scolaires. Donc voilà un petit peu ce qui eh bien, ressort de la presse, de la critique, d'Internet, des papiers qui sont aussi relayés. C'est dense, c'est presque picaresque, c'est en tout cas aussi presque feuilletonesque. Vous me direz, vous corrigerez si vous ne connaissez pas dans ces adjectifs. Mais alors j'ai lu, je crois d'ailleurs c'est une de vos collaboratrices, ou collaboratrice, en tout cas consoeur de match, qui vous a consacré d'ailleurs un très beau portrait, où elle parle beaucoup de pudeur, peut-être aussi que c'est vous derrière tout cela. C'est une grand-mère, mais est-ce que ce ne serait pas la vôtre? Est-ce que c'est vrai ça? La vôtre qui était une résistante de la première heure. C'est son méthode de... C'est la personne qui raconte le livre à 90 ans, donc c'est une vieille dame qui raconte, mais elle raconte sa vie jeune, en fait, c'est l'histoire d'une femme jeune. Grand bobby. Voilà, c'est pour ça qu'on dit grand-mère, oui, sur la fin, mais c'est toute son arrivée, jeune femme, amoureuse. Et effectivement, c'est une anglaise, donc ma grand-mère était brestoise, et c'est une anglaise, son père était un marin, et mon arrière-grand-père était amiral, donc c'est aussi une famille de marins, mais... Ce qui est commun, en fait, comment vous expliquer? L'idée, ce qui était important, ce que je voulais vraiment au départ, c'était que le livre se passe dans le golfe de Morbihan. Ça, c'était la clé 1. C'est-à-dire que c'est une région que je trouve extraordinairement belle, et je trouve que, étrangement, il n'y avait jamais eu de roman qui prenait comme cœur cette région de France. Alors que la Provence a eu Giono, a eu Pagnol, que la Touraine a eu Balzac, que les Côtes d'Armor ont eu Chateaubriand, que le Montana a eu Jim Harrison. Il manquait quelqu'un. Voilà, il manque. Et d'une part, le golfe du Morbihan, je voulais qu'il soit important, et d'autre part, je voulais que ça se passe dans une île. Parce que c'est pas du tout pareil de partir dans la vie quand on vient d'une île ou quand on vient du continent. Quand on est dans une île, et ça c'est essentiel parce que les 3 personnages clés du livre viennent de l'île au moins, et ça vous donne une force incroyable dans la vie. Parce que vous savez que vous reviendrez, que ce sera une forteresse, qu'il n'y aura pas de pont-levis, que vous serez un Îlois parti dans le monde.
Et c'est une chose qui a d'ailleurs été vraie. C'est-à-dire, quand on est dans une île, on est beaucoup plus aventureux que quand on est dans le continent. Et le recteur de l'île aux Moines, en 1890, avait fait un sondage dans l'île. À l'époque, il y avait 1000 habitants. Et il avait dit combien d'habitants qui sont allés à Paris? Il y en avait 5. Et combien d'habitants sont allés à Reykjavik? Il y en avait plus de 300. En réalité, c'était forcément, on allait loin. Et donc, l'idée, c'était ça. Alors, ensuite, il fallait qu'il y ait un personnage. Et donc, ce personnage, c'est une femme. Et effectivement, j'ai dit, c'est vrai, que ça a été inspiré par ma grand-mère. Elles ont des choses en commun. D'abord, cette maison de Bretagne. Et ma grand-mère était une très grande résistante. C'est-à-dire, elle a participé à la création du premier réseau de résistance en France, qui s'appelle le réseau du Musée de l'Homme. Et le premier tract du réseau du Musée de l'Homme a été imprimé dans son appartement à rue Georges Mandel. Et comme mon héroïne, elle qui est une Anglaise, et qui, étant anglaise, donc en juin 40, il est tout à fait légitime qu'elle écoute la BBC. C'est-à-dire que, autant quand des Français vous disent « j'ai entendu l'appel du général de Gaulle », c'est peu plausible, car entre le 18-19 juin 40, les Français étaient toute la journée sur leur radio, ils écoutaient en français, ils n'écoutaient pas la BBC. Elle est anglaise, donc forcément elle écoute la BBC, elle entend l'appel du général de Gaulle. Et donc il y a un trait de caractère qui est commun, c'est cette passion de la résistance du premier jour. Et j'expliquerai sur le caractère. Ce livre, en fait, c'est le portrait d'une résistante. Et quand on est résistant, on n'est pas résistant parce qu'à 30 ans, si elle est résistante à cet âge-là, c'est qu'en fait, à 4 ans, elle est résistante et qu'à 90 ans, elle le sera toute sa vie. Donc on a ça en soi très tôt, quoi. On n'est pas EST résistant, on est NAIT résistant. Ceux qui ont été résistants de 40, ils avaient cette vocation, ils le sont restés toute leur vie, et ensuite ils ont pris position contre la France en Algérie, par exemple. Bon, ça c'est un thème du livre. Et les autres traits de commun avec ma grand-mère, c'est que mon héroïne est joueuse. Ma grand-mère était une folle, furieuse du jeu, du casino. Que la première... Elle se refait des santé au casino, ou en tout cas elle essaye. Elle a totalement ruiné la famille. Elle a des idées farfelues, des répertoires. Votre grand-mère avait ce genre de comment dirais-je, de marotte aussi? Tout à fait. Quand elle a épousé mon grand-père, il était journaliste, il était journaliste au Figaro. Il était monté de femme, donc le journaliste au Figaro, il était à l'époque, il s'occupait de la page religieuse. Et une page religieuse au Figaro en 1920, je peux vous dire que c'est une page centrale du journal, très importante. Donc il a un joli petit salaire. Et le salaire était versé à la fin de la semaine. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit « Tiens Simone, voilà, j'ai mon premier salaire. » Il dit « Très bien chérie, on va au casino d'Anguin. » Et le premier soir, il a tout perdu. Et en fait, bon, cela dit, Gilles, je pense que votre grand-mère n'était peut-être pas la pétroleuse, c'est un terme que j'ai effectivement trouvé sous la plume de certains critiques, avec amitié d'ailleurs. Votre grand-mère n'a pas eu comme ça un destin amoureux, sentimental qui s'est passé entre deux hommes, ici Blaise et Mathias, deux antithèses l'un de l'autre, enfin la thèse et l'antithèse. L'un est ténébreux, l'un est brun, l'un est roux, l'un est taiseux, l'autre est beau gosse, l'un est effectivement très en lui-même. Votre grand-mère, auriez-vous l'impudeur de nous dire que votre grand-mère était aussi cette femme-là? Ma grand-mère, c'est une grande amoureuse du taquille, là. C'était une très grande amoureuse, oui. Elle a eu des aventures avec André Malraux. Ah, elle les choisissait bien. Si vous lisez Suzanne Chantal, qui a écrit un livre sur Malraux, vous verrez qu'elle déteste ma grand-mère, parce qu'elle était rivale de Josette Cotisot. C'était des couples très modernes, enfin pas modernes, mais enfin très libres. Bon. Très libres, là. Et donc elle, mon héroïne aussi, est assez libre, et elle a donc deux hommes dans sa vie. Mais ce qui est assez drôle, c'est que le hasard de la vie fait qu'on écrit un livre. Pendant des années, j'ai écrit des livres qui étaient plutôt des livres alsaciens dans lesquels je racontais des histoires de ministres, de journalistes, d'écrivains. D'univers. Oui, l'univers parisien, les princes qui nous gouvernent, etc. Et là, j'ai écrit un livre donc, qui se passe qui raconte la Bretagne, l'histoire de France, l'île aux Moines. Et à l'arrivée, ça donne un peu, autant on emporte le vent à la française. Et Angélique des Gaulons aussi. Et attendez, mais... C'est une Angélique... Elle est pétillante, pétulante. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais gamin, quand j'ai passé le bac français, quand je suis revenu, mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu as raconté dans la dissertation ?» Alors j'ai oublié ce que j'avais raconté, mais j'ai cité Michel Butor, Marguerite Duras. Mon père m'a dit « Ah bon, tu as cité Michel Butor et Marguerite Duras, c'est drôle, c'est pas des auteurs tellement faciles, tellement amusants. Si tu parles de littérature, pourquoi tu n'as pas parlé de Margaret Mitchell et pourquoi tu n'as pas parlé de Tolstoï ?» Et en fait, donc il est mort, et ce livre, c'est le personnage
du Blaise, c'est mon père, évidemment, la déportation, tous les traumatismes, c'est mon père. Et en fait, j'ai écrit le livre qu'il aurait aimé lire, en fait. Écoutez, joli hommage. Alors, cette femme, je le disais tout à l'heure, donc c'est une femme libre, dans une France qui ne l'est pas. Elle règle ses comptes avec la France d'alors, hein, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Gilles, elle rembobine sa vie, et elle revient à la source, j'ai envie de dire. Cette France, donc, qui se contentait de la défaite de 40, des petits curés honteux, des voyous collabos. Je me suis demandé d'ailleurs si vous ne régliez pas à travers elle aussi des comptes, mais surtout, dès la page 107, hein, on y arrive très vite. Voilà ce que je lis. Quel pays de démobilisés, 3 personnes, je n'en reviens pas, à part remuer des souvenirs lointains de grandeur à l'époque. La France n'est plus bonne à rien. L'Europe brûle et nous observons les flammes. Je ne parle pas de Pétain, ses vieilles ruines rêvent si elle espère sont accrochées aux branches nazies. À son âge, elle ne serait même plus capable d'attraper la grippe. Tout le monde en prendra pour son grade, ça commence par Pétain déjà, et De Gaulle, etc. Mais surtout, cette France qui remue des souvenirs lointains de grandeur, qui regarde l'Europe brûler. Mais je me suis dit, Gilles, est-ce que ce ne serait pas aussi la France d'aujourd'hui? L'Europe brûle parce qu'elle n'arrive pas à se faire, parce qu'on est toujours en train de tacler Bruxelles. Je trouve qu'il y a des échos contemporains, mais dès la page 107. Le problème de la France, qui est quand même le personnage central du livre, c'est qu'elle regarde toujours en arrière. Et bon, là, ça se passe en 1940. Depuis 70 ans, on n'a pas, pendant 50 ans, disons, on ne s'est situé que par rapport à 40. Les gens disaient, quand on s'analysait, on te traitait de collabo, on te traitait de facho, on te traitait de communiste. Et c'est pas une maladie du XXe siècle. Au lieu de regarder l'avenir, on regarde en arrière. Et c'était déjà comme ça au XIXe siècle. Je rappelle que Victor Hugo a écrit 93, qui est à mon avis son meilleur roman. Il l'écrit en 1871. En 1871, tout le XIXe siècle, les Français se sont dit, qu'est-ce que tu aurais fait en 90? Tu aurais voté la mort du roi ou tu aurais été pour la Constituante? Et cette manie qu'on a, nous, de regarder toujours en arrière au lieu d'être optimiste et de construire l'avenir. C'est le film de Woody Allen qui a eu un énorme succès, tourné à Paris, où déjà c'était toujours mieux avant. Et là, elle Marge, elle arrive en 38, elle tombe amoureuse de ce garçon, elle l'épouse, et elle est folle de joie parce qu'elle vit en Angleterre, elle épouse un Français, elle se dit la France, c'est Madame de Sévigné, c'est le Louvre, c'est Versailles, c'est Napoléon, c'est Foch. Et 2 ans après, le pays s'effondre. Et la France s'est effondrée, mais de façon terrible. Et donc, ce qu'elle raconte, c'est son indignation. Elle croit qu'elle est comme les Athéniens, qui est face à Rome. Elle s'est dit, bon, bah, évidemment, il y a les États-Unis, il y a l'URSS, il y a l'Allemagne, mais la France et l'Angleterre, c'est merveilleux, c'est Athènes. Et en fait, l'Athènes s'effondre et elle voit un pays qui se comporte très mal. Et donc, ça, c'est très bien, Gilles. Effectivement, c'est la psychologie, l'engagement de votre héroïne. Mais il y a quand même l'auteur qui, à la page 216, ça boucle un petit peu avec ce que je viens de citer sous votre plume. Elle se rend chez Picard, un cimentier, un de ses enrichis de la guerre. Elle prétexte une enquête qu'elle mène. Ce que je veux, c'est la vérité. Raconter la France telle qu'elle a été, et non celle que réinventent les vaincus et interprètent les vainqueurs. Les boulangers ont continué à vendre du pain. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Les industriels de l'automobile, on se rappelle comment Citroën, c'est Renault qui a eu quelques déboires à la Libération. Les industriels de l'automobile ont fait tourner leurs usines. Les fonctionnaires pointaient toujours dans leurs administrations. Contrairement à la légende qui prend forme, il n'y avait pas une poignée de héros et 40 000 lions d'observateurs, mais un pays tout entier au travail. Comment c'est ressenti aujourd'hui, Gilles, Martin Chauffier, par, alors d'abord les historiens, c'est-à-dire un énorme travail de documentation, même j'ai envie de dire par les descendants, les survivants. C'est pas tout à fait la France qu'on nous a dépeinte, effectivement. D'abord, on commence à savoir que c'est pas une révélation. Non, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand elle raconte ça, parce que cette héroïne, elle est une aventurière, et donc elle a une vie sentimentale agitée, mais c'est pas une idiote qui trace sa vie à l'eyeliner. Elle a un vrai caractère. Et donc, en 1945, elle a l'idée de se dire, tiens, j'ai besoin d'argent, et elle va voir tous les grands collabos de la Loire-Atlantique et de l'Île-et-Vilaine, et elle leur dit, écoutez, je vais faire un album sur la collaboration, enfin, je vais faire un album sur l'occupation pour dire que la France a travaillé, et vous-même vous avez travaillé, mais je ne veux pas vous accabler, etc. Et les autres lui disent, mais il n'est absolument pas question que vous fassiez un album dans lequel vous allez dire que j'ai travaillé avec les Allemands pendant la guerre. Et donc ils lui donnent tous de l'argent pour qu'elle investisse sur autre chose. Et c'est une légende que je lui prête, je raconte les rencontres, ça fait devenu des face-à-face très amusants.
Et c'est une histoire vraie en réalité, parce qu'on prétend que c'est comme ça que Robert Hersant a fendu sa fortune. C'est-à-dire en 1945, il est allé rançonner des grands collabos, et avec cet argent, il a créé l'autojournal. Et donc, elle, ça lui permet d'être riche et d'aller ensuite au casino. Et donc, l'image que ça donne de la France, oui, de toute façon, on le sait aujourd'hui. Mais ça passe comme... il y a des choses qu'on sait en France, mais qu'il faut taire, ou pas trop répéter. Vous, personne, vous est tombé dessus Non, ce qui serait choquant, en ce moment, si on veut choquer, on dit ce que dit Zemmour. Quand Zemmour vous explique que Pétain a protégé les Juifs, là, vous vous dites n'importe quoi, ça déclenche une polémique. Aujourd'hui, dire qu'il y a 40 millions de Français, sans avoir collaboré, ont simplement haussé les épaules et dit attendons que ça passe, et les autres font la guerre pour nous, ça, on peut le dire, parce que c'est vraiment la vérité. Alors, c'est bien, vous avez raison de corriger le petit genou que je suis. Alors, par contre, sur la façon dont 40 millions haussaient les épaules, page 146, moi, j'aimerais savoir, là aussi, si on vous a un peu titillé, notamment la communauté juive. Moi, j'ai une voisine qui est rescapée des camps. Et voilà ce qu'on lit, effectivement. Il y a Blaise, le personnage ambigu, a dit un jour que l'antisémitisme d'Hitler avait été une bénédiction pour l'Europe. Sans lui, l'Allemagne aurait conservé tous les physiciens juifs qui, réfugiés en Amérique, mirent au point la bombe atomique pour les Alliés. Je passe quelques lignes et j'en arrive quand même à cela. Je vous jure que pendant l'année 42, les Allemands se sentaient comme chez eux en France, on leur en voulait d'être là, mais rien de plus. Personne ne se posait de questions sur leur sort des Juifs. Bon, vous allez me dire, attendez Serge, même quand les rescapés des camps sont arrivés, personne n'a voulu trop entendre ce qui s'y passait, il a fallu des décennies pour qu'on veuille bien entendre et recueillir leurs paroles. Mais là encore, que soit attesté, j'en doute pas, mais comment c'est ressenti les Juifs, on s'en tamponnait en 42. D'abord, ça c'est. Alors il y a deux choses. Un, ça c'est vrai. Il y a l'occupation et le sort des Juifs. Non, la formule de mon père, c'est effectivement mon père qui a été déporté à Buchenwald et son père aussi était vraiment récent. Effectivement, elle m'a dit plusieurs fois, c'est un miracle que Hitler était antisémite parce que sans ça il aurait gagné la guerre, car il a regardé tous les grands savants juifs et c'est lui qui aurait eu la bombe atomique et on serait tous nazis aujourd'hui. Bon, c'était de la provocation. C'est un peu second degré, mais enfin, d'une certaine manière, ça recouvre une réalité. Par ailleurs, effectivement, en 1942, la vérité, c'est qu'il faut bien le dire, les Juifs commençaient à partir, commençaient à être déportés, et ben, personne n'est descendu dans la rue, il n'y a pas eu de manifestation, il y a eu un ou deux évêques qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça, soyons solidaires, etc. Mais, et à la limite même, je raconte, même certains Juifs ne le soupçonnaient pas, puisque, en fait, dans le livre, il y a une scène qui est vraie, qui est un des amoureux de ma grand-mère était juif, et il est allé s'inscrire lui-même. Il est allé. Il était dans sa esprit, c'était impensable qu'ensuite on aille les donner aux Allemands. Et c'est mon grand-père et ma grand-mère que c'est bien, qui étaient des journalistes très informés, ils ont dit mais tu es fou, en Allemagne, ça fait des années qu'ils sont maltraités, on ne sait pas ce qui leur arrive, mais ils ne peuvent pas être profs. Tu vas t'inscrire à la mairie, tu ne pourras plus faire ton métier, vraisemblablement tu te retrouveras au chômage. Ils y sont allés quand même. Ouais. Les gens n'ont. Et la France profonde, on le racontait dans les écoles, les profs disparaissaient, les élèves disparaissaient, la France n'arrêtait pas de tourner, ne se plaignait pas. Cela dit, à travers ce qui est plus que des anecdotes, il faut faire très attention avec les mots que moi je choisis effectivement, c'est qu'on sent bien dans votre écriture, il y a le refus du manichéisme. Il y a des collabos séduisants, il y a des résistants infects. Ça fait penser à ce que j'ai entendu moi à un moment, lorsque De Gaulle est arrivé aux affaires, au moment de la Libération, entre les... Alors ça recoupe effectivement tout ce qui est retracé ici, entre les résistants de dernière heure, voire les faux carrément, entre les collabos vite remaquillés en résistants, De Gaulle aurait eu ce mot, il va falloir qu'on passe un peu l'éponge sur certaines choses, la France est un pays où l'on ne s'aime pas. Ça m'a beaucoup marqué parce que lorsqu'on a débattu ces dernières années, souvenez-vous mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait l'identité française? Moi j'ai abondé des blogs, j'ai lu des choses sur des blogs, personnellement je trouvais que c'était... le paradoxe. Dieu sait qu'on est un peuple de paradoxe, et Dieu sait que vous en pointez, vous en dénoncez beaucoup, hein. On hausse les épaules, on se mouille pas trop, on descend pas dans la rue. Aujourd'hui, descend-on plus pour défendre autre chose que ses propres intérêts personnels. Il y a quand même, je trouve, chez vous, ce refus, les choses sont grises, elles ne sont ni noires ni blanches. D'abord, tout à l'heure, vous avez parlé de l'identité française. C'est intéressant parce que je ne pense pas qu'il y ait une identité française. On peut avoir une carte d'identité, si on est français, point final. Et c'est une question de carte d'identité. En revanche, il y a une personnalité française. Et quand vous avez une identité, quand Sarkozy avait fait son débat sur l'identité française, c'était absurde, parce que l'identité, vous l'avez à 1 an à la naissance, vous mourrez à 70 ans, vous n'avez toujours la même identité. En revanche, il y a une personnalité
qui change. Et la France n'a pas la même personnalité en 1914 qu'en 2014. Ça, vous croyez? Ah oui, tout à fait. Vous croyez qu'on n'a pas la même personnalité? Non, on garde... Il y a des traits de caractère français, il y a une espèce de... Les Français aiment beaucoup mettre de la gravité dans les choses légères, ils s'appuient la mode, la légèreté dans les choses graves, et de la futilité dans les choses graves. C'est tout le XVIIIe siècle, tout le XVIIe siècle, ça n'a pas changé, ça reste... Ce livre en est un parfait exemple de traiter des choses, des sujets graves avec esprit, avec humour, avec légèreté. Ça reste très français. Par ailleurs, la deuxième partie de votre question, c'était après l'identité, vous m'avez dit... oui, que les Français ne s'aiment pas. Oui, les Français ne s'aiment pas. Et c'est vrai que je ne pense pas, moi, qu'il y ait des blancs et des noirs. Que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu écrire en 1945. En 1945, les choses étaient très tranchées. Ma grand-mère, jamais... Comment dire? Ma grand-mère, jamais vous l'auriez fait recevoir, par exemple, des collabos chez elle. Ça aurait été impensable. Ma grand-mère, elle pleurait à la fin de sa vie, entre 40 ans après, en entendant le chant des partisans. En revanche, mon grand-père, qui était aussi un très grand résistant, la veille de son arrestation, il a dîné avec Ramon Fernandez, qui était un collabo. Donc, les choses étaient plus ambiguës qu'on ne croit. Et elle, dans le livre, effectivement, elle rencontre, comme elle est une joueuse forcenée, elle va au casino de la Baule, et elle devient très amie avec une fille qui est mariée à un collabo, et donc le collabo le trouve tout à fait sympathique. Mais c'est des choses qu'on n'aurait pas pu écrire autrefois. Les hiérarchies sociales et les choses changent. Et juste une chose, par exemple, mon père qui a été déporté, ma femme, son beau-frère, sa sœur épouse un Allemand, et donc on est allé en vacances à Noël en Allemagne, ça ne posait aucun problème, mais un de nos meilleurs amis est polonais, et mon père n'a jamais accepté de recevoir un Polonais chez nous, et il n'y a jamais eu de Polonais, il n'a jamais pardonné, parce que, je ne sais pas ce qui s'était passé exactement, parce qu'il n'a jamais raconté, parce que les déportés racontaient très... Moi je ne sais quasiment rien sur la déportation de mon père. C'est pour ça que la fameuse scène de la voiture dans le livre, c'est une scène, même je ne peux pas la raconter. Je l'ai écrite, mais je ne peux pas la raconter. Et cela dit, quand les déportés ne racontaient pas leur vie. Tout à fait. Moi, l'exemple de cette voisine, c'est parce qu'elle avait publié un ouvrage des années plus tard, elle aussi dans une vie très romanesque. Vous l'auriez beaucoup aimé. Cela dit, lorsque vous dites, attendez, la France de 1914 n'est sans doute pas la même que celle de 2014, et pourtant, au détour d'une phrase, il y a cette phrase, de toute façon, en France, comme après chaque révolution, on va se contenter de déplacer quelques meubles dans quelques bureaux. Je me suis dit, oui, c'est bien ça, effectivement, il faut que tout change pour que rien ne change, comme disait Lampedusa dans Le Guépard. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que Gilles, ici, dans l'auteur, a un peu ce sentiment. Enfin, les choses ont un peu changé. En 1789, c'est une vraie révolution qui a coûté très cher. En France, maintenant, les choses ont changé parce que en 1989, Paris, c'était comme Alger aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde avait moins de 25 ans et personne n'avait rien à perdre. Ils étaient tous pauvres. Donc, ils pouvaient aller manifester. Aujourd'hui, en France, on est tous là. On a tous plus de 60 ans. Et on a tous une retraite et on se dit, il ne faut surtout pas que ça bouge. Il faut qu'à la fin du mois, on touche. Donc, la France, c'est un pays... On risque plus rien. C'est les jeunes qui bougent partout d'ailleurs. Oui, mais en France, et les étudiants. Oui, sauf qu'en France, il y en a presque peu. Il y en a peu. Donc, c'est des pays beaucoup plus stables. Mais c'est vrai que la France, depuis 1068, les grandes révolutions françaises, aujourd'hui, maintenant, c'est simplement des révolutions mentales. Mais il n'y a pas de conséquences. Alors, juste une dernière question. Et on l'a vu en 1945, puisque c'est en 1945, quasiment toute la haute administration est restée en place. La police est restée en place, la justice est restée en place, la haute administration est restée en place, alors que c'était quand même, beaucoup d'entre eux s'étaient comportés de façon scandaleuse. En tout cas, je conseille à tous les lycéens qui ont cette période de l'histoire au programme de lire votre ouvrage. Alors, pour juste resserrer, puis après vous aurez tout loisir, mesdames et messieurs, de poser vos questions et de rebondir entre ceux qui ont lu ou ceux qui ont connu cette époque ou une autre littérature avec des thèmes croisés. Revenons à Mathias. Donc, il voit en l'occupant, je le disais, les dignes descendants des Celtes, il embrase leur cause, et en plus, il est dopé avec une idée d'une Bretagne indépendante. Page 137, il y a donc l'héroïne qui d'ailleurs marche, qui le moque parce qu'il lève une armée, mais ils sont quoi? Ils sont une demi-douzaine. Alors, est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'il y a eu comme ça des... Oui, c'est tout ce qui est la partisse, donc elle épouse Blaise qui part rejoindre le général de Gaulle, qui va être un grand résistant, qui va être déporté, et elle est amoureuse folle de Mathias, qui lui a été arrêté, fait prisonnier pendant la guerre, libéré tout de suite. Les premiers prisonniers bretons sont revenus dès le mois de juillet. Et lui, il s'engage dans l'heure bretonne. Enfin, il croit que l'Allemagne va aider à l'indépendance de la Bretagne.
Et donc, il y a toute une partie du livre, c'est ce personnage. Simplement, autant sur les idées, sur le fond, on peut être d'accord avec lui, autant pendant la guerre, ça s'est très mal passé. Et qui ont complètement loupé leur combat, mais qui ont nui monstrueusement aux indépendantistes bretons, parce que pendant 60 ans, dès qu'on disait indépendance bretonne, on disait extrême droite, Brézatao, etc. Ils ont fait des dégâts énormes. Et la Bretagne, on le voit bien, mais l'Écosse, la Catalogne, la Flandre, tous ces pays-là ont des vrais mouvements indépendantistes. Et la Bretagne, qui est quand même, par sa géographie, par son architecture, par son passé, je veux dire, le passé de la Bretagne est plus long à la limite que le passé de la Catalogne, et il y a quasiment, c'est zéro les mouvements indépendantistes bretons. C'est beaucoup plus faible, ça représente 5-6%, alors qu'en Écosse, ils sont arrivés à 38%. Et donc, c'est aussi des dégâts de ces gens. Et donc, mais le personnage est un personnage très touchant, qui a du charme en même temps, et donc, ses idées, en revanche, autant son comportement, d'ailleurs, il s'enfuit. Et d'ailleurs, juste une chose que les gens ont un peu oublié, il s'enfuit en 1943 parce qu'il sent qu'il s'est mouillé avec les Allemands, que ça ne se passera pas, et il va en Irlande. Et bon, on a oublié, mais énormément de Bretons se sont réfugiés en Irlande. Et chose que je vous rappelle, le 6 mai 1945, quand Hitler se suicide, il y a un seul pays qui envoie officiellement ses condoléances à l'Allemagne, en disant l'Irlande s'associe à la grande douleur de l'Allemagne qui vient de perdre son grand chancelier. Et c'est Edmond Valera, qui est tellement hystériquement anti-anglais, et donc elle, qui est une anglaise folle de Churchill et tout, et d'origine irlandaise, elle déteste Valera. Donc c'est ça qui fait le charme du livre, c'est qu'en fait ils sont tous des pensées et des arrière-pensées qui se superposent comme des pierres et du mortier. Bon, merci Gilles Martin Chauffier. Bah, écoutez, je vous invite, nous sommes dans les temps. Voilà, 25 minutes d'échange. Et donc, maintenant, il est à vous, notre auteur est à vous. Je vous en prie, si vous avez des questions. Qui a déjà lu l'ouvrage, le dernier roman donc, de Gilles? Je vois madame qui l'a en main, madame aussi, d'accord. Et bah, écoutez, je vous en prie, posez des questions. Moi, j'en ai en réserve, mais l'idéal, c'est quand même que le public se saisisse aussi de l'actualité de nos auteurs qui passent par ces murs. Qui veut poser une question? J'avais commencé à vous poser, là, parce que je trouve que c'est très documenté. Vous entendez bien, madame? Le putsch d'Alger. Pourquoi je vous passe? C'est très intéressant pour une histoire et bien documenté, bien fou. Quand on connaît un petit peu l'armée, je trouve que vous décrivez très bien les grands chefs et les petits chefs, et ceux qui sont encore en dessous. Pareil pour le putsch d'Alger. Je trouve que tout est très très bien vu dans ce que vous décrivez. En fait, c'est que j'adore l'histoire. En fait, j'aurais aimé le prof d'histoire. C'était ça mon rêve. Donc, je lis. Donc, mes romans. J'ai pas fait d'enquête de recherche, mais effectivement sur Dien Bien Phu et le putsch d'Alger, c'est quand même des moments très importants de l'histoire de France sur lesquels j'ai énormément lu. Donc, effectivement, je montre bien, puisque le personnage, son amant, s'est réfugié à la Légion étrangère en 1946, et à Dien Bien Phu, il arrive déjà à être capitaine ou commandant. Et effectivement, c'était lamentable de voir l'armée française s'est comportée de façon absurde à Dien Bien Phu. C'est-à-dire, en fait, d'abord, les officiers se détestaient les uns les autres. Il y avait deux officiers, il y avait le général Navarre et un autre général, j'ai oublié le nom, qui se haïssaient, qui se déclaraient la guerre. Et ensuite, ils avaient un mépris tellement total pour l'adversaire en face que des mois et des mois avant, tout le monde savait que Dien Bien Phu, ce serait dans telle cuvette, que ce serait organisé comme ça, et que le Viet Cong était prié d'arriver, d'attaquer la cuvette et de se faire écraser sous les bombes. Et tout était prévu dans leur... Évidemment, rien ne s'est passé tel quel. Les Viet Cong ont su des mois avant que l'armée française serait là, ils l'ont laissé s'installer, ils ont réussi. L'armée française avait dit jamais on pourra installer de canons sur les collines. À peine le camp était ouvert, il s'est aperçu qu'il y avait une guillotine, on avait mis une quantité, à tel point que les gens ont oublié ça, mais le premier jour de combat, quand ça a vraiment commencé, le chef de l'artillerie de Dien Bien Phu s'est suicidé. Il avait juré qu'il n'y aurait pas de canon sur les collines. Et le premier jour, un déluge de feu s'abat sur tirer des collines. Et il s'est suicidé. C'est vous dire que dès le premier jour, c'était perdu. Et après, ça a été un héroïsme absolu de paras qui ont sauté alors qu'ils savaient qu'ils étaient perdus. Et elle, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Marge, donc, qui arrive, qui croit que la France est un très grand pays, Dien Bien Phu, pour elle, c'est vraiment un choc. À Dien Bien Phu, il y a eu 12 000 prisonniers, il en est revenu 3 000. Et elle dit, ça c'est intolérable que la France, en 3 mois, ait accepté que 8 000 personnes disparaissent.
En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que dans les 8000, il y a surtout 7000 Vietnamiens. C'est-à-dire que quand ils ont fait les 12 000 derniers prisonniers, il y avait énormément de supplétifs vietnamiens. Eux, ils ont tous été tués. Et un peu comme les harkis. Et elle est choquée de voir que la France accepte qu'on massacre ces hommes et qu'elle ne se bat pas. Et ensuite, à Alger, ça m'a intéressé aussi de mettre en scène le coup d'Algérie. Et vous avez remarqué qu'il y a un personnage qui apparaît, qui est en fait Élie de Saint-Marc. Et donc, Élie de Saint-Marc est devenu le héros de la droite et le héros, c'est un héros national. Or, elle, c'est une bourgeoise, mon héroïne, mais qui piétine les valeurs de la bourgeoisie. Et quand elle entend Élie de Saint-Marc expliquer qu'il faut faire le putsch, elle dit c'est absurde, c'est sûr et certain que c'est perdant. Elle, c'est une vraie gaulliste. Donc, ça m'amusait que face à un personnage qui est devenu l'héros de la droite, il y ait une autre héroïne de la droite qui dise non, c'est pas ça la vraie droite. Et tout mon livre, c'est une droite tolérante, intelligente. C'est ça que j'ai essayé de défendre dans ce livre, et qu'elle incarne. Autre réaction à ces échanges comme à ceux que nous avons eus, n'hésitez pas. Bien sûr. Certaines personnes connaissent peut-être, cela dit, l'histoire ou peuvent croiser avec ce qui vient d'être échangé. Moi, en même temps, donc on parle beaucoup de Marche, qui est une héroïne, mais en même temps, il y en a une qui en prend pour son grade, une grande héroïne. Non, moi je pense carrément à Anne de Bretagne. Là aussi, ça m'a marqué au détour d'un paragraphe. Un des personnages, si vous vous souvenez, madame, dit Anne de Bretagne, tu parles, elle a dû passer 10 jours dans le duché. En plus, une mondaine qui ferait passer Marie-Antoinette pour une sage jeune fille, qui dépensait un blé monstre, et en plus qui collectionnait, mais alors, tout quoi. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait rire d'ailleurs. C'est drôle parce que notre héroïne à nous. La duchesse Anne passe pour la duchesse en sabot, et c'est l'héroïne de la Bretagne. Et pour moi, c'est un mystère. Elle est née en 1477, la Bretagne est indépendante, riche, puissante, elle meurt en 1513, il n'y a plus de Bretagne, et on est là à dire elle est merveilleuse, la duchesse Anne. Et on oublie d'abord que c'est la reine qui a été la plus fastueuse de l'histoire de France. Elle avait des collections inouïes de fourrures, de bijoux. Bling, complètement bling. Oui, elle collectionnait, en plus elle se faisait fait fourguer toute la camelote en fer blanc. Elle croyait avoir acheté l'épée de Jeanne d'Arc, le casque de Charlemagne. Elle avait tout ça dans sa collection, que tout était faux. Et déjà à l'époque, il y avait des faux. Et en fait, elle avait aussi une cour, elle avait une centaine de personnes autour de sa cour personnelle. C'est une reine très fastueuse, et elle est venue très peu en Bretagne. En fait, elle est venue en Bretagne, c'est un coup de chance pour nous, elle s'est fâchée avec Louis XII, parce que remarié avec Louis XII, qu'elle aimait, qui était un très bon mari, il a dit on n'a pas de fils, on a une fille seulement, et on va la marier à François de Valois, qui va devenir François Ier, ce qui signifiait que la Bretagne disparaissait. Donc elle a été folle de rage, parce qu'elle avait espéré jusqu'au bout qu'elle pourrait marier sa fille Claude à un Habsbourg, et donc la Bretagne resterait protégée par les Habsbourg. Et quand elle se fâche qu'elle a perdu, elle fait son tour de Bretagne. Et c'est la seule fois, en fait, elle a passé 3 ou 4 mois, et cela dit, les Français ont dû taper sur la table pour qu'elle revienne. Mais donc, c'est pas en faire une héroïne et dire qu'elle s'est battue comme une folle pour nous, c'est pas vrai. Elle a été plutôt maladroite, et elle avait des arguments, elle aurait pu... Les Écossais se sont battus, les Écossais étaient moins nombreux et moins riches que nous, ils se sont battus pendant 2 siècles de plus, les Portugais se sont battus, ils sont restés indépendants. Des tas de peuples, et nous, on a été absorbés. Donc, pour ça que je dis, effectivement, mon personnage, un de mes héros, dit Duchesse Anne, calmons-nous avec la Duchesse Anne. Et en même temps, c'est tellement révélateur, c'est ce qui traverse d'ailleurs tout ce roman, la façon dont il faut construire des mythes, construire des héroïsmes, quelquefois d'ailleurs qui vont unir, qui vont unifier. Oui, c'est exactement ça, la politique, c'est qu'on soit des mythes. Et donc, quand on a aujourd'hui, par exemple, une période où justement les mythes s'effondrent, ça va mal, et après coup, ils sont construits après coup, a posteriori. La Duchesse Anne, elle a vraiment... je ne sais pas d'ailleurs à quel moment elle a été... Je pense que c'est le 19e siècle qu'on a dû commencer à la mythifier. Le professeur d'histoire que vous auriez aimé être, eh bien, à fouiller. Pas d'autres réactions, mesdames et messieurs, je vais vous laisser applaudir bien sûr notre auteur, et puis qui va être à votre entière disposition pour échanger avec vous, tout en dédicaçant. Oui.
le Reichenbach et la mère, c'est une histoire un peu vraie, c'est qu'effectivement, ma grand-mère détestait sa belle-mère et réciproquement. Oui, mais le secret de famille, non. En revanche, la famille, elle était de mœurs légères, mais les enfants sont tous, on est sûr d'être du bon sang. Voilà, bah écoutez, je vous invite. Vous allez pouvoir continuer à échanger, il n'y a aucun souci. Je voulais vous poser la question Tenez le micro, suivante. madame. Je n'ai pas lu votre livre, mais j'aimerais savoir, d'après ce que j'ai entendu là tout de suite, et puis d'après une interview de vous que j'avais entendue également sur France Musique, j'aimerais savoir ce que vous penseriez si votre livre était choisi comme l'un de ceux que doivent lire les lycéens pour le concours des lycéens. Il a été choisi. Comme j'étais dans les concours, j'ai rencontré les lycéens pour le concours des lycéens. Oui. J'étais très bien qu'ils le lisent. De toute façon, vous savez, toute personne qui lit mon livre est bienvenue. Il y a des cinéastes qui disent, quand ils ont des critiques, ils disent mais qu'est-ce que vous avez pour dire du mal de mon film, qui êtes-vous? On ne demande pas sa carte d'identité ou ses diplômes aux gens qui rentrent dans une salle de cinéma. Donc, je ne demande pas les diplômes ni quoi que ce soit. Les gens qui aiment lire, les lycéens, tant mieux. Et il y en a quelques-uns qui ont posé des questions très intéressantes. Mais par exemple, inattendues. Il y en a qui m'a demandé à quelle actrice vous penseriez pour le rôle de Marge. J'allais dire grand roman et quel film. Oui, et ça m'a totalement pro dépôt. Parce que je peux pas du tout, je pense pas du tout. En plus, je ne vais pas tellement au cinéma. Et après coup, j'ai réfléchi que physiquement, donc je la voyais. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas dit parce que je ne sais pas trouvé, évidemment, c'est toujours réponse, on trouve toujours 12 heures après. Et je lui ai dit, physiquement, je la voyais comme Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une grande, belle brousse à la peau blanche, voilà. Mais et en même temps, je l'ai décrit. Jessica Chastain du côté des Américains. Voilà, et à la fin d'ailleurs, elle devient horrible, puisque, et ça c'est ma grand-mère à la fin qui était très belle, ressemblait effectivement comme deux gouttes d'eau à la baronne Blixen. Et donc elle se décrit elle-même comme un espèce de sac d'os. Donc ça aurait pu être Meryl Streep en rousse frisottée. Voilà, oui. Il est à vous, oui, mesdames alors, et messieurs. attendez, je voudrais préciser ma question alors à ce moment-là. Je me demande, d'après ce que j'ai entendu, puisque je n'ai pas encore une fois lu le livre, mais je me demande quelle image de cette période de l'occupation et de la France et des Français peuvent se faire des générations qui n'ont absolument pas connu cela, et quel regard ils peuvent porter sur leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents qui, eux, ont baigné, surtout les arrière-grands-parents quand même, qui, eux, ont baigné dans une telle époque. Alors, quelle image se feront-ils des générations qui les ont précédés, de ceux qui ont vécu ces événements à travers la façon dont vous racontez cette période? Ça sent les procès-verbaux familiaux? Non. La vérité, c'est que les écrivains écrivent une histoire. Je ne fais pas une thèse, c'est pas un essai, c'est un roman, donc ils ont diront ce qu'ils veulent. Quand vous lisez 93, vous pouvez dire que vous êtes pour le marquis de Lantenac et que vous êtes un chouan et que ceux qui ont raison, ou bien vous êtes tombé sous le charme du jeune capitaine républicain. Là, dans ce livre, je sais pas ce qu'ils en déduiront. Je pense que moi, la seule chose que je voudrais, si je ne suis pas du tout à former des jeunes Français, hein, mais si je devais former les jeunes Français, je leur dirais, pensez par vous-même. N'acceptez jamais qu'on vous dise ce qu'il faut penser. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vous dit, on a des messages toute la journée et le politiquement correct fait des ravages. Je leur dirais, écoutez, observez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, tâchez de mettre de l'humour, de la distance et de l'ironie, mais pensez ce que vous voulez. Après tout, il n'y a pas de peuple qui soit entièrement bien comporté ou entièrement mal comporté. Encore qu'on découvre des choses avec stupeur, parce que justement, tout à l'heure, je faisais allusion à Zemmour qui disait que Pétain avait sauvé des Juifs. Eh bien, c'est vrai que la communauté juive était moins massacrée en France qu'en Hollande, où ils ont tous été tués, en Pologne, où ils ont tous été tués. Mais par exemple, en Bulgarie, les Bulgares se sont merveilleusement comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont accepté, il y avait beaucoup plus de Juifs à la fin de la guerre qu'au début, parce qu'ils avaient accepté que les Hongrois viennent se réfugier. Il y a des peuples qui se sont mieux comportés que d'autres. Le roi du Danemark, les Juifs, il a dit, moi le jour où on a mis l'étoile, le roi du Danemark est descendu avec l'étoile à cheval, et il a dit, on n'en mettra pas les Juifs dans mon pays, et ils ne l'ont pas fait. Donc, je donne juste cet exemple pour vous dire que
le livre met des situations de ce genre, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne donne pas de consignes aux gens. Merci. L'heure à la dédicace. Juste une petite précision pour madame, parce que Gilles, peut-être par timidité, n'ose pas le dire, il est toujours en lice pour le prix du concours des lycéens, parce que le principe du concours des lycéens, c'est que la première sélection du prix Goncourt, qui doit être à peu près de 15 ou 20 romans au tout début, systématiquement, tous les étudiants, les lycéens de première qui participent, à Rennes, vous avez le lycée Victorien Bach et le lycée de Cesson, ils ont l'obligation, en quelque sorte, de lire tous les livres. Donc le livre de Gilles-Martin Rogier sera lu par un certain nombre de... Bon, je me dis qu'il y en a certains qui abandonnent peut-être au milieu, mais pas forcément Gilles, mais les autres. Donc c'est un principe de base, ils sont tous lus. La deuxième précision, je vais revenir à un élément du débat, pour amener juste une petite anecdote. Vous disiez que votre grand-père avait dîné chez Ramon Fernandez, c'était du côté du 6e, c'était dans le 6e arrondissement, je semble. Et figurez-vous, vous savez qui habitait dans l'immeuble de Ramon Fernandez? Marguerite Duras, qui régulièrement discutait avec Ramon Fernandez, qui, au dire de son propre fils Dominique Fernandez, dit « Mon père était un affreux collaborateur ». Donc c'est une époque quand même un peu triste, parce que Marguerite Duras, après, n'a jamais dit qu'elle avait mangé avec Ramon, dîné ou vécu avec Ramon Fernandez. C'est jamais vanté du livre qu'elle avait écrit en 40, qui était un livre atrocement colonialiste, où elle traitait carrément les Noirs de soldats Bagnonia, et c'était un éloge de l'Empire français, désuet au possible, mais qu'elle a évidemment rayé, que plus personne ne peut lire, qui a été rayé de ses œuvres complètes. Elle a assez vite, en fait. Alors, c'était juste une petite précision, parce que je trouve que c'est assez amusant de retrouver des personnages aussi différents habitant l'un. Il est à vous, madame et messieurs. Merci beaucoup.